etc. C'est ça ma spécialité dans ce laboratoire, qui est ce qu'on appelle un laboratoire mixte CNRS Université. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, vous avez ici la photo de mes collègues, et moi j'ai décidé de mettre mon énergie et mes connaissances et mon savoir-faire au service de la transition énergétique et la qualité de l'air. Donc ça, c'est ce qui me fait lever tous les matins, et Dieu sait que les journées sont longues. Voilà. Alors, ma vision, comment elle est par rapport à ce projet, ma vision, c'est d'avoir une vision globale sur ce qui se passe autour de nous, et surtout, si on veut agir contre la problématique du réchauffement climatique, il faut agir sur tous les leviers. On ne peut pas agir sur une chose, ça ne marchera jamais. Alors c'est quoi ces leviers? Le premier, bien sûr, c'est la sobriété. Il faut qu'on devienne tous raisonnables, qu'on consomme juste ce qui est nécessaire et pas au-delà. Mais malgré tout, notre vie est assez faite. Chaque humain a besoin d'un minimum pour vivre en termes de nourriture, en termes d'énergie, etc. « 11 500 fois nos besoins. Ça veut dire que nous, on n'arrive pas encore à trouver le moyen de l'utiliser. Et on va encore puiser de manière massive dans le sol et dans les ressources de la Terre qui sont très limitées par rapport à celles du Soleil. C'est dire à quel point nous sommes mauvais dans l'exploitation de l'énergie solaire qui nous a permis de nous amener jusqu'ici. Donc, il faut réduire l'impact de nos actions. Alors comment? Chaque calorie brûlée, on doit l'utiliser plusieurs fois. Exemple, lorsque vous chauffez votre maison, bien sûr, on a la problématique de respirer. Donc il faut renouveler l'air et donc on va jeter l'air vers l'extérieur. Donc qu'est-ce qu'on fait tous, malheureusement? On chauffe l'air et puis après, une fois qu'il est chaud, qu'est-ce qu'on fait? On le jette. Alors maintenant, on essaye de récupérer ça avec des doubles flux, etc. Mais vous savez, le double flux, on ne le fait que dans les bâtiments anciens. À nouveau, les anciens, qui sont la majeure partie, c'est une gabegie. On jette toute l'énergie. Sur les cheminées industrielles, donc on voyait à chaque fois que vous voyez ces fumées qui partent, c'est de l'énergie qui est jetée, en fait. Dans une usine, lorsque on vient ramener de la matière, on ramène de la matière qui est à la température ambiante. Et on va façonner, on va faire un produit fini. Mais toute l'énergie qu'on a utilisée dans ce process, elle finit où? Dans le ciel. On envoie tout. C'est le ciel, c'est la poubelle de l'humanité. Quand on ne sait pas quoi faire, on le jette. On a une pollution, mettons les cheminées hautes, comme ça va loin. Ça se disperse. C'est ça la vision de l'humanité par rapport aux fumées. Donc, la poubelle, c'est le ciel. Mais on oublie toujours que la poubelle, c'est la terre, parce que ça finit par descendre. Quoi que vous envoyez, ça finit de tomber sur nous. Et donc, c'est la problématique de la transition énergétique. À chaque fois qu'on envoie de l'énergie dans le ciel, on l'envoie accompagné de la pollution. C'est toujours. La pollution est totalement liée à ça. Donc voilà, notre vision, c'est de capter cette chaleur et capter en même temps la pollution de ces fumées, de toutes ces fumées industrielles des choses. Donc ça, c'est ça ma vision, et c'est pour ça que je me bats, parce que pour notre descendance, on leur doit ça. On doit résoudre ce problème et arrêter de jeter dans le ciel nos déchets de tous les jours et considérer, parce que c'est un no man's land, ça n'appartient à personne. D'ailleurs, pour vous probablement, l'air, c'est rien. Un mètre cube d'air, il pèse 1,2 kg. C'est facile à dire pour le démontrer physiquement. Il suffit de prendre un cube et on retire l'air qui est dedans en faisant le vide,
Si vous mettez ça sur la balance, vous perdez 1,2 kg. Donc c'est quelque chose qui est existant. Notre respiration, c'est cette terre. C'est ça qui nous permet de vivre. Alors souvent, on considère que c'est l'eau le principal. Si on vous pose la question, quel est l'élément principal pour la vie, vous allez tous dire l'eau. Pas du tout, c'est l'air. Sans l'air, pas de vie. Après, il y a l'eau, et après, il y a le reste. Et donc, n'oubliez pas que chaque fois que vous jetez quelque chose dans l'air, quand vous brûlez quelque chose, vous êtes en train de souiller l'air. Alors, donc aujourd'hui, je vais vous parler un peu de ce projet Tropicalia. Est-ce que je vais vous montrer que le projet Tropicalia, c'est vrai que c'est un projet ambitieux qui va consommer de la terre, etc. Mais c'est un projet aussi qui est écologique et que parfois, on n'a pas le choix que d'utiliser ce que je disais tout à l'heure, le minimum nécessaire, mais qui permet d'aller plus loin. Alors je vais vous le montrer. Alors, d'ailleurs, c'est 11 ans. J'ai appelé ça projet militant pour la transition énergétique. Et ça, c'est ce que je vais vous montrer. Alors, la Tropicalia, qu'est-ce que c'est? Donc, bien sûr, c'est une serre, etc., qui va recevoir le soleil et qui va, comme l'a dit M. Guérin, il va y avoir la déperdition vers le ciel et la déperdition vers le sol. Et, bien sûr, pour compenser l'hiver, il faut apporter de l'énergie. Mais sauf que si j'arrive à capter de l'énergie, à la donner à l'extérieur, de telle sorte que l'énergie que je donne à l'extérieur est supérieure ou égale à ce que j'ai consommé, je deviens ce qu'on appelle un système à énergie positive. Je consomme d'un côté à un moment, mais je restitue à un autre moment. Globalement, je deviens positif et je deviens utile. Alors, comment je vais faire ça? C'est le hasard qui a fait les choses. Je ne sais pas qui est-ce qui a fait ça, je ne connaissais pas M. Guérin. Je n'ai aucune relation avec lui auparavant et ce n'est pas mon ami, c'est juste un partenaire qui m'a découvert, je ne sais pas comment, c'est le hasard, et il a cette idée de récupérer la chaleur dans le double-dôme. Si on récupère la chaleur dans le double-dôme et on la stocke dans des réserves d'eau sous la serre, la nuit, je n'ai pas besoin d'aller chercher de l'énergie. D'abord, je vais utiliser l'énergie solaire que j'ai stockée. Les jours où il fait froid, où il n'y a pas de soleil, où j'ai besoin de l'énergie, c'est la même chose. Je peux réutiliser cette énergie. Et quand bien même, si j'ai trop, je peux la donner au voisinage et je peux permettre à réutiliser cette énergie solaire. Alors, autre chose qui est souvent dans les serres, qui pose problème, ça, je vous l'apprends, dans une serre, la nuit, toutes les serres en France, qu'est-ce qui se passe? Quand le soleil décline, on ferme, mais quand on ferme, le taux d'humidité monte dans la serre. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On chauffe pour éviter la condensation sur les plantes et on ouvre. C'est la gabegie la plus totale. Et ça, c'est dans toutes les serres aujourd'hui. C'est comme ça que ça fonctionne. Alors ici, au lieu de faire ça, qu'est-ce qu'on va faire? On va récupérer cette humidité et cette chaleur de déshumidification et on va aussi la stocker qui va servir pour le moment où on a besoin. Donc, on va profiter au maximum et on va montrer avec ce projet qu'on est capable de maximiser l'usage de l'énergie solaire. Alors, comment on va faire ça? Donc, vous avez vu tout à l'heure qu'il vous a expliqué, M. Guérin, 35% de l'énergie va être stockée dans le double dôme. Pas cette énergie, qu'est-ce qu'on va faire? On va faire juste une simple circulation d'air qui va nous permettre d'entrer dans Terre. On verra tout à l'heure comment ça va fonctionner. Cette énergie sera stockée dans l'eau et on va mettre ça sur la serre. Donc on a une réserve de 800 mètres cubes de stockage d'énergie. Et au fur et à mesure, au cours de la journée, on augmente la température de notre réserve. Et le soir, venu, si on a besoin, on va la chercher. Et donc 35% d'énergie, 35% de l'énergie solaire, c'est énorme. Quand on sait qu'en moyenne, on a 350 watts au mètre carré. Donc on a sur 20 000 mètres carrés, donc ça va nous faire des mégawatts qu'on va stocker, des mégawattheures qu'on va stocker dans l'eau. Et cette chaleur va être entre 50 à 60 000 degrés. Bien sûr, à la fin de la journée, on va monter et on va stocker cette énergie. Alors on est stocké appelé selon la demande, soit pour le chauffage, soit pour le voisinage. Alors voilà, quand on regarde maintenant le besoin de la serre. Alors ici, ça c'est l'énergie récupérée dans la serre mois par mois, qui correspond aux 35% d'énergie avec toute la déperdition incluse, bien sûr. Et quand on regarde l'usage de ce stockage dans le besoin de la serre, on se rend compte
que 7 mois, la serre est autoportante. Il n'a pas besoin d'énergie externe. Il va utiliser juste la journée entre jour et nuit, et froid, soleil ou pas soleil. Et l'été, on a de l'énergie qu'on peut vendre, bien sûr, dans le voisinage. Alors comment on fait pour la déshumidification? La déshumidification, on va prendre l'air qui est humide et on le fait rentrer dans le terre à eau. Et quand on fait ça, on fait de la condensation. L'eau, quand il se condense, il libère la chaleur. Quand vous faites vos pâtes, qu'est-ce que vous faites? Vous chauffez votre casserole. Et vous voyez, il y a l'évaporation qui se fait. Ça veut dire que toute l'énergie que vous donnez à l'eau et part en évaporation parce que l'eau, la température reste fixée à 98 degrés. Elle ne bouge pas jusqu'à ce qu'il n'y ait plus d'eau. Maintenant, cette vapeur, si vous la condensez, qu'est-ce qui se passe? Il va vous restituer de l'énergie. C'est exactement la même chose. Et donc, on va récupérer toute cette énergie liée à l'humidité. Alors, l'énergie est stockée de la même manière et qui sera réutilisable. Alors maintenant, quel est le besoin en tenant compte des deux effets? On se rend compte qu'on a toujours les 7 mois, avec une réduction par rapport à si on prend que le soleil, et on se rend compte que le besoin est de 900 mégawattheures par an. Ça, c'est le besoin pour l'année. Un centre aquatique, une piscine municipale, le besoin typique est de 1500 mégawattheures par an. Ça veut dire que cette serre qui est de 20 000 m² consomme moins qu'une piscine municipale en termes d'énergie. Ça donne un peu des ordres de grandeur. J'étais un peu plus loin et j'étais voir pour voir combien on consomme. Donc on consomme 30 kWh par mètre carré par an. Une serre automate, aujourd'hui, en France, dans ces latitudes, il va consommer 317 kWh par mètre carré. 10 fois moins. Et c'est là l'enjeu aujourd'hui. L'enjeu, c'est d'être capable, aujourd'hui, de montrer qu'on peut faire des serres avec une consommation minime. Maintenant, moi je suis tout à fait d'accord avec les écologistes quand ils disent les tomates, ça suffit. On ne peut pas consommer autant d'énergie pour produire un peu de tomates. Mais si on arrive à descendre à zéro CO2 pour la production de mes tomates, là pourquoi pas? Parce que ça devient intéressant et je ne jette pas de CO2 inutile dans le ciel comme je disais tout à l'heure. Donc la serre tropicale n'a pas d'équivalent dans le monde, en fait. Comme disait M. Guérin, tous les autres, ils chauffent et ils envoient tout dans le ciel. C'est que économique. Alors qu'ici, nous allons montrer qu'une serre de ce type est capable de fonctionner tout en respectant la nature et l'écologie. Maintenant, si je vais plus loin, ça c'est un projet sur lequel on travaille qui n'est pas finalisé, imaginons si on arrive à mettre le photovoltaïque. On peut mettre 10 000 m² dans une serre de ce type, et on est capable donc de produire en plus 100 MWh, 1000 MWh par an d'électricité. Et donc là, la boucle est bouclée. Ça veut dire, vous voyez, j'apporte sur l'année, 900 MWh par an, je produis 1000 MWh de chaleur que je donne à l'extérieur, et je produis 1000 MWh d'électricité. Ça veut dire là, en même temps que j'ai fait, imaginons que si je fais des tomates, parce que j'aurais pu faire maintenant des tomates, ça veut dire je produis des tomates, je fais nourrir les gens autour de moi, je produis de la chaleur pour mon voisinage et je produis de l'électricité pour mon voisinage. Ça veut dire qu'au lieu de mettre une surface pour le photovoltaïque, une surface pour la culture, une surface pour produire de la biomasse pour me chauffer, tout ça est condensé. Et donc ça va me permettre d'optimiser l'usage du sol, parce que c'est vrai qu'on peut se dire on va utiliser les terrains agricoles, oui, tout à fait. Mais si j'utilise le terrain agricole en optimisant son usage, cela me permettra de garder la terre pour la vie sauvage. Parce qu'aujourd'hui, pour nourrir l'humanité, si on supprime toutes les forêts comme ce qui se passe en Amazonie, parce qu'on a besoin de manger tous, parce que c'est autrement à dire à des gens que vous n'avez pas le droit de manger, ou de leur couper la tête, comme ça, pour privilégier les uns par rapport aux autres, on doit nourrir les gens, donc il faut supprimer les forêts. La seule solution de ne pas supprimer les forêts, c'est d'optimiser l'usage de la terre. Chaque mètre carré
doit être optimisé en agriculture aussi pour produire suffisamment de nourriture, produire suffisamment d'électricité, etc. Donc voilà mon rêve en fait, mon rêve par rapport à ça. J'ai beaucoup de rêves, comme je disais tout à l'heure, c'est de produire localement. On peut produire localement des choses, tout avec un empreinte carbone nul, simplement en utilisant le soleil. Voilà. Alors, vous allez voir comment ça fonctionne, comment on fait. D'abord, je vais vous montrer un peu ce que c'est Terao. Qu'est-ce qu'on est en train de faire et qu'est-ce que cette révolution, cette invention que j'ai fait maintenant il y a 8 ans, parce que c'est quelque chose qui est très important. Il y a 8 ans que j'ai inventé Terao. Il y a 8 ans, il y a 7 ans que j'ai démontré le fonctionnement dans les serres. Aujourd'hui, c'est impossible à vendre dans les serres en France. Est-ce que vous savez pourquoi? Je suis allé voir les cerises de tomates. Vous voyez, c'est rentable. Il faut gagner de l'argent. Est-ce que vous savez ce qu'ils me disent? Monsieur Zemmouri, allez montrer ça chez les Hollandais, et puis après, on vous achètera. Nous ne sommes que des Saint-Thomas. Ils sont tous des Saint-Thomas. Parce que c'est moi qui est l'inventeur, je dois montrer. C'est comme si je devais investir dans une serre pour montrer à tout le monde que ça fonctionne. Alors que ça tombe dans des petites serres. Donc c'est pour ça que la Terao se verra, je dis qu'il est un peu fou, parce que c'est le seul qui prend le risque à utiliser sa technologie dès le départ. Et dès lors qu'on va le montrer dans une serre comme ça, c'est fini, le démonstrateur est là. Les fabricants de tomates, ils vont l'utiliser, les fabricants de concombres vont le faire, ainsi de suite. Et ça sera en France, en Europe et dans le monde. On ne parle pas que d'un point de vue local. Et donc il y a bien un effet écologique exemplaire. Voilà. Alors qu'est-ce que c'est Terao? Voilà, je vais un petit film. La qualité de l'air que nous respirons se dégrade chaque jour un peu plus. 95% de la population mondiale est désormais concernée. Nous devons rendre à nouveau l'atmosphère respirable pour nous et les générations futures. TerraOcev est la solution pour dépolluer et valoriser les fumées industrielles. Nous capturons l'énergie et la pollution de tout type de fumée industrielle et nous les traitons de manière efficace et écologique. TerraOcev débarrasse les fumées de leur pollution par un brassage thermodynamique avec de l'eau. Le même procédé récupère également la chaleur des fumées. Cette énergie, réemployée en interne, rentabilise le traitement de la pollution en moins de 4 ans. C'est bon pour l'industrie et pour la planète. La totalité de l'énergie consommée par l'humanité finit dans l'atmosphère. Si on capture une grande partie de cette énergie, on la recycle dans nos usages, on va réduire massivement le besoin en énergie fossile et donc on va réduire l'impact de l'humanité dans le réchauffement climatique. Véritable rupture technologique, TerraOcev ouvre la voie du recyclage de l'énergie thermique à grande échelle. L'intérêt de TerraOcev, c'est sa compacité, sa simplicité, sa robustesse. Notre ambition pour TerraOcev, c'est d'apporter à nos clients une solution innovante et différenciante qui permet d'atteindre la sobriété énergétique et l'excellence environnementale, qui est pour nous la base de la transition énergétique. TerraOcev, c'est une rupture technologique comme on en rencontre peu dans une carrière. Fabriqué à Grande-Sainte en France, TerraOcev est prêt à être installé partout dans le monde pour voir disparaître les fumées avant 2030. L'utilisation à grande échelle de TerraOcev nous rend plus optimistes sur l'avenir de la planète. La pollution de l'air n'est plus une fatalité. Recyclez vos fumées. Et donc, aujourd'hui, nous y arrivons. Bientôt, nous commençons à travailler sur des choses pour les fumées. Alors, vous voyez, on mène les combats, on ne peut pas dire je vais m'occuper que des fumées, je vais m'occuper que de ça. Il faut s'occuper de tout. Des fumées, des serres, de l'agriculture, dans l'habitat, ainsi de suite. Donc aujourd'hui, on travaille aujourd'hui avec ArcelorMittal. L'objectif, c'est d'ici 2030, traiter l'ensemble des cheminées d'ArcelorMittal, en France et ailleurs dans le monde. C'est la seule solution. Aujourd'hui, vous allez dire que je suis un fou. Oui, je suis un fou, et c'est ça, c'est à ça que je me bats, et j'irai jusqu'au bout de ma vie. Alors comment on fait? Dans la pratique, c'est simplement, ça va vous étonner, comment ça fonctionne. Là, on va simplement prendre les fumées, l'air, et on va le faire pénétrer dans l'eau, sous forme de bulle, et on va le faire barboter. Vous allez vous dire, c'est tout simple, c'est
C'est tout simple. On fait comme la nature. On va simplement faire rentrer les fumées dans l'eau ou l'air et on va faire des bulles. Et c'est là, toute la magie, elle est là. C'est le barbotage qui permet de transférer la pollution dans l'eau et l'énergie dans l'eau. D'accord? Alors maintenant, comment on fait avec cette pollution? On la traite dans l'eau parce qu'il est facile. On va utiliser la pression, on va utiliser les filtres, on va capturer la pollution. C'est comme pour les gens qui ont eu l'occasion de fumer un narguilé. C'est comme le narguilé. Terao, c'est le narguilé industriel. Voilà. Vous voyez, ça fait plus de 2 minutes que le narguilé existe. Ben voilà, il fallait que j'y arrive pour que je le fasse le faire. Et c'est le narguilé qui va nous permettre de traiter notre eau chimique. Alors qu'est-ce que c'est en fait? On fait rentrer simplement l'air dans le terrain et ça barbote. Et après, donc il y a le transfert d'énergie. Donc tout est l'eau, il va être imaginé si l'air est chaud, il chauffe l'eau. Et cette eau, cette chaleur, je vais la stocker. Et je tourne simplement. Donc vous voyez, pour les gens qui ont fumé une narguilé, vous voyez, c'est la braise, et c'est quand on le fume, il est à 20 degrés, 25 degrés, et ça fait pas mal. Et quand on regarde l'eau de narguilé, elle est toute sale, parce que toute la production est passée dedans. Donc je vais passer un peu. Alors aujourd'hui, nous avons deux marques, Terraotherm, Terraosave. Terraotherm pour le traitement de l'air, donc dans les serres de M. Guérin, c'est Terraotherm, et Terraosave, c'est pour les fumées. Alors nous avons deux brevets mondiaux, et nous essayons de travailler aujourd'hui en France, en Europe, en Chine. Parce que pour moi, tous les enfants de la Terre se valent. En Chine, je serais content que lorsque les enfants en fin fond de la Chine, en fin fond de l'Amérique du Sud, en fin fond de l'Afrique, espérons un air propre, parce que vous savez, l'air, c'est ça, la pollution chinoise, elle vient jusqu'à chez nous. Donc les gens ne connaissent pas le mouvement des stratosphères. Chaque année, des centaines de milliers de tonnes partent du Sahara et qui finissent aux États-Unis. Vous voyez le Sahara en Afrique, il monte et ça voyage dans la stratosphère. La même chose pour la pollution chinoise. C'est pas parce que c'est loin qu'elle ne vient pas chez nous. Alors voilà comment ça se présente. Voilà, ça c'est par exemple dans une piscine. On a fait plusieurs piscines en France aujourd'hui. Vous voyez l'air, il arrive ici, il rentre, il barbote, et puis il repart dans la piscine. Une fois qu'il est débarrassé de son humidité, la chaleur récupérée est utilisée pour chauffer l'eau. Donc on a une installation par exemple à Roubaix, l'usine de la piscine Palassa. Pendant 7 mois sur 10, la chaufferie est arrêtée. Parce que qu'est-ce qu'on fait de la gabegie des piscines? Qu'est-ce qu'on fait? On chauffe l'eau s'évapore et on jette ça dehors. Voilà. Et on continue toute l'année. Donc nous, on prend cette énergie de la même manière que dans la serre, et on récupère la chaleur et on la donne à l'eau. Et donc on coupe la chaufferie pendant 7 mois. 7 mois, l'eau de la piscine est toujours à 29 degrés, sans gaz. Simplement avec Terao, avec le même principe. Alors dans les fumées, c'est pareil, vous voyez, on récupère les fumées ici, ils rentrent, ils barbotent, et on les remet à leur place. Alors ici, vous voyez, ici on récupère 7 MW, c'est au début de la carisseur. 7 MW, vous chauffez avec 1000 maisons. Et tout ça, ça partait directement dans le ciel. Voilà, c'est ça la réalité aujourd'hui. Donc ça, c'est dans des biomasses, pareil. Donc sur une chaufferie de 9 MW, 2,2 MW étaient jetés dans le ciel. C'est les fumées. C'est pour ça qu'on la récupère. Alors nous avons fait, nous travaillons aujourd'hui sur le nettoyage de l'air dans le métro de Paris, on a fait ça aussi dans le métro de Séoul. Vous voyez, on se bat sur tous les fronts. Donc l'échangeur d'air à eau, il va avoir des applications partout. Dans le traitement de l'air, dans la récupération de la chaleur et dans le traitement des fumées. Donc vous voyez, le programme est vaste et on doit se battre sur tous ces fronts. Et aussi, il doit aller dans l'habitat, dans vos cheminées demain, parce que nos cheminées, quand on se fait plaisir avec du bois, on envoie des particules fines. Demain, il va falloir qu'on les lave. C'est comme ça. Donc il n'y a pas de petite économie pour la nature. Alors, je conclue. Le projet Tropicalia pour moi est un projet militant. Parce que ça va nous permettre de démontrer à la Terre entière qu'on peut utiliser le soleil comme source qui peut nous apporter beaucoup. On l'utilise beaucoup mieux qu'aujourd'hui. Alors, l'innovation, c'est un chemin de croix. Vous savez, vous ne pouvez pas imaginer. Je suis professeur d'université, normalement à mes 60 ans, je dois me reposer, tout le monde prend sa retraite.
Moi, l'année dernière, j'ai pris une semaine de vacances. Rien ne nous oblige. C'est comme ma conscience. Parce que je ne peux pas me permettre d'endormir et les y. Alors, toujours quand on a une offre croisage à droite, parce qu'on déstabilise les équilibres, on dérange les gens, parce que les gens ne l'ont jamais fait. Les experts s'en contre, parce que sont experts et ne savaient pas. Ça les embête. Ils vont faire tout pour vous bloquer. Les concurrents sont contre, et ça c'est normal. Et plusieurs acteurs qui sont contre, juste parce qu'ils sont contre. Et surtout les symptômes. Les symptômes, c'est la problématique des gens comme moi. On passe notre vie à leur montrer. Alors, à la fin, je vais finir avec une question. Et je la laisse comme une question. Est-ce que l'écologie doit avoir une vision uniquement locale ou globale? Est-ce que demain, je dois protéger ma région, mon coin, mon village, au prix de laisser la mer monter? Et de toute façon, mon village sera enseveli, de toutes les manières. Pour moi, il n'y a qu'une solution, c'est s'engager et lutter contre le réchauffement climatique. Parce que, juste, j'ai vu ça il y a quelques jours, ces 3 derniers mois d'hiver, 3,4 degrés par rapport à la moyenne en plus. 1,4 degrés par rapport au dernier record, qui est 2016. Aujourd'hui, vous avez vu, toutes les semaines, c'est les tempêtes. Les gens, les anciens d'ici n'ont jamais vu ça. Les tempêtes, vous savez d'où ça vient? Je vais vous expliquer. Très simple. Tout le monde vous parle de la montée de la température. Parce que quand la température monte en moyenne de 1 degré, la quantité d'eau dans l'atmosphère monte de 15%. Ça veut dire que vous avez 15% d'eau dans l'atmosphère. Et c'est ça qui crée les dépressions. Et c'est ça qui crée les tempêtes. Nous n'avons pas fini. Si on ne fait pas attention, si on se bat tous en étant sobre, en utilisant le mieux nos calories et en essayant de réduire au maximum notre